Ma sœur ne ratait jamais une occasion de traiter mon fils de bâtard lors des réunions de famille. J'ai décidé qu'il était temps qu'elle ravale définitivement ses commentaires. Holly, c'était toujours la star, avec son mari banquier, ses 2 enfants parfaits qui jouaient du violon et papotaient en plusieurs langues. Ça me passait bien au-dessus de la tête, ces histoires, jusqu'à l'arrivée de mon fils Oliver. Son père s'est volatilisé alors que j'étais enceinte de 6 mois, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer grâce à mon job de kiné et à mes parents qui étaient complètement gaga de leur petit-fils. Pendant la première année, tout roulait à peu près. Holly vivait à 3 heures de route, donc on ne la voyait qu'aux grandes occasions, et elle en profitait surtout pour parler de ses enfants en snobant royalement le mien. Je pensais qu'elle était vexée de ne plus avoir le monopole des petits-enfants, rien de grave. Mais dès qu'Oliver s'est mis à marcher et à baragouiner, Holly s'est trouvé une vocation d'experte en éducation. Ça a débuté un dimanche de Pâques. Oliver avait à peine 18 mois. Il trottinait partout, adorable, pendant que mon père l'aidait à chercher des œufs, et là, Holly sort sans gêne. C'est triste quand même, qu'Oliver doive grandir sans modèle paternel, parce que les garçons sans père tournent toujours mal. Je lui ai balancé que n'importe quoi. Des tas de mamans élevaient seules des enfants formidables. Elle s'en est sortie avec un haussement d'épaule et un « les statistiques, c'est les statistiques », en lançant à Oliver un regard qui voulait tout dire. L'année suivante, rebelote, elle ne parlait d'Oliver qu'en disant « ce pauvre enfant », et conseillait à ses propres enfants d'être gentils avec leurs cousins, vu que, lui, il n'a pas de papa, contrairement à vous. À l'entrée à la maternelle, elle m'a carrément demandé si je l'avais déjà inscrit chez le psy pour ses problèmes d'abandon. Oliver pétait la forme. Il avait 3 ans et elle le condamnait déjà. C'est là que le mot « bâtard » lui a échappé en douce, quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle chuchotait à son mari que c'était gênant d'avoir un neveu illégitime. À Thanksgiving, elle est allée jusqu'à prévenir ses enfants de ne pas trop s'attacher à Oliver, parce que, les gamins de famille brisés, ça finit souvent par déconner. Oliver, qui coloriait à côté, la regardait avec de grands yeux, complètement perdu. J'en bouillais, mais ma mère répétait qu'Holly ne pensait pas à mal et qu'il ne fallait pas faire d'histoire. Le point de rupture est arrivé lors de la réunion familiale de l'été dernier. Holly s'était descendu plusieurs verres de vin et montait en volume à chaque tournée. Oliver jouait avec ses cousins, il y a eu un incident, il a renversé la limonade de la fille d'Holly sans faire exprès. Holly l'a attrapé par le bras, l'a redressé net et a balancé « Voilà ce que ça donne, un enfant sans père qui n'a pas appris la politesse ». Oliver s'est effondré en larmes en me demandant ce que voulait dire « bâtard ». Devant 40 personnes, Holly venait de lui apprendre ce mot en le blessant profondément. Un silence de plomb est tombé, mais le clan s'est contenté de détourner le regard. Personne n'a moufté. C'est là que j'ai décidé de lui faire goûter à sa propre médecine, devant tout le monde. J'ai creusé un peu sur les réseaux et suis tombée sur des commentaires, un brin ambigu du fameux mari exemplaire, sur les photos de son assistante en bikini, lors de ses vacances. Rien d'accusateur, mais assez louche pour mettre le doute. J'ai pris des captures d'écran, au cas où. Ensuite, une cousine m'a glissé que Holly avait perdu un client important à son boulot à cause d'une énorme boulette de sa part. Un fiasco de plusieurs millions qu'elle planquait à tout le monde en prétendant que tout allait bien. Arrive Noël, je passe à l'action. Holly démarre ses petites piques sur le fait qu'Oliver aurait besoin d'un homme pour modèle. Je la laisse faire son show, et j'enchaîne l'air de rien que c'est formidable que son mari soutienne si activement la jeune génération féminine au travail, notamment cette charmante assistante à qui il semble accorder tant d'attention. D'un coup, Holly vire blanche comme un linge. Son mari bafouille sur l'importance des relations professionnelles. Je poursuis en disant que c'est rafraîchissant de voir un homme aussi impliqué auprès de ses collègues féminines, surtout en commentant toutes leurs photos à la plage. Holly essaye de détourner la conversation, mais je me tourne vers ses enfants pour leur dire à quel point ils ont de la chance d'avoir des parents qui se font autant confiance. L'atmosphère devient électrique. Ma tante relance sur le boulot d'Holly, et là je souligne à quel point elle gère avec modestie ses petites crises en entreprise. Holly tente de m'interrompre, mais je salue son courage face à la perte d'un client majeur, et je demande même si des prospects sont en vue pour combler les millions partis en fumée. Son mari la fixe, anxieux. Quelle perte de clients! Holly est contrainte d'avouer devant tout le monde qu'elle joue la comédie depuis des mois pour cacher une erreur catastrophique. Le mythe de la famille parfaite s'effondre en direct. Mais je ne m'arrête pas là. Je félicite ses enfants de la force de caractère de leur mère pour encaisser tout ça. Sa fille l'aînée, complètement perdue, lui demande ce qui se passe avec ses clients. Holly rougit à vue d'œil en tentant de noyer le poisson, mais mon oncle insiste pour avoir des détails sur le boulot. Je prends mon ton le plus sucré pour expliquer que Holly a fait preuve d'un sacré cran en venant en famille, comme si de rien n'était. Là, son mari la traîne en cuisine, et même de là je les entends s'expliquer de plus en plus fort. Pourquoi découvrir ce fiasco de cette façon? Comment on cache un trou de plusieurs millions à son époux? Ma mère me fusille du regard, sidérée, mais je me contente de sourire en croquant un biscuit de Noël. Holly revient, le mascara coulant, et déclare qu'ils s'en vont. Elle a attrapé les manteaux des enfants en vitesse, les leur a passés sans ménagement alors qu'ils protestaient parce qu'ils n'avaient pas eu droit à leur dessert, puis m'a lancé un regard noir avant de partir. « Tu vas le regretter ». Je lui ai répondu, sur un ton calme, que ce que je regrettais vraiment, c'était d'être restée muette pendant 5 ans à la regarder traumatiser mon fils.
On est quitte, maintenant. La porte a claqué si violemment que les vitres en ont tremblé, et tout le monde est resté bouche cousue, à faire semblant de trouver leur assiette passionnante. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que je sois sortie du lit. Les messages tombaient les uns après les autres. Tante, oncle, cousins, amis de la famille, tout le monde avait déjà vent du fiasco du dîner de Noël. Ma tante Sarah m'a envoyé un long sermon sur l'importance du soutien familial et sur le fait qu'il ne fallait pas laver son linge sale en public. Mon cousin Jake, lui, a reconnu que Holly l'avait bien cherché à force de maltraiter Oliver et que selon lui, il était grand temps que quelqu'un la remette à sa place. Mon oncle Mark m'a reproché d'avoir ramené des histoires de boulot sur le tapis alors que ça ne me regardait en rien. Mon téléphone vibrait sans arrêt, les messages affluaient toutes les quelques minutes et j'ai compris que la famille était désormais divisée en deux camps. D'un côté, ceux pour qui j'avais été trop loin en humiliant Holly devant tout le monde, surtout à propos de son mariage et de son travail. De l'autre, ceux qui admettaient avoir vu Holly se comporter odieusement avec Oliver pendant des années et étaient presque soulagés que quelqu'un ait enfin osé lui tenir tête. Je suis restée au lit à faire défiler les messages, et c'est là que j'ai réalisé que je venais littéralement de faire exploser tout l'équilibre familial juste en un dîner. Vers 10h, ma mère a appelé, et à sa voix, j'ai su tout de suite qu'elle avait pleuré. Elle m'a supplié d'appeler Holly pour m'excuser, en répétant que la famille ne survivrait pas à ce genre de drame et que quelqu'un devait se montrer adulte. Je lui ai demandé pourquoi ce serait toujours à moi de m'excuser, alors que Holly avait traité mon fils de bâtard pendant 5 ans sans jamais devoir rendre de compte à personne. Ma mère a répondu que ce n'était pas pareil, que Holly n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, elle avait juste des principes un peu rigides sur la famille. J'ai éclaté de rire en lui disant que quand on traite un petit garçon de 5 ans de bâtard en face et à voix haute, ce n'est pas de l'opinion, c'est de la pure méchanceté. Elle s'est remise à pleurer de plus belle, répétant que j'étais en train de déchirer la famille et que, pour une fois, je pourrais peut-être mettre de l'eau dans mon vin pour calmer le jeu. Je lui ai répondu que j'en avais marre de jouer les médiatrices, alors que mon fils était traité comme un objet, et que si la famille n'était pas capable d'accepter que je défende Oliver, elle ferait mieux de revoir ses priorités. Ma mère m'a raccroché au nez, ce qu'elle n'avait jamais fait de ma vie. Aux alentours de midi, j'ai reçu un message de Holly si long qu'il est arrivé en 3 morceaux. Elle y écrivait que j'étais une mère célibataire jalouse qui ne supportait pas de la voir heureuse et épanouie, et que j'avais décidé de ruiner son mariage par pure rancune. Selon elle, l'assistante de Bryson n'était rien d'autre qu'une collègue, et j'avais transformé de simples remarques sur les réseaux sociaux en une histoire malsaine, juste parce que je ne supportais pas d'être seule. Holly affirmait aussi que j'avais toujours envié sa famille parfaite et que j'utilisais Oliver comme prétexte pour m'en prendre à elle, alors qu'en réalité, je ne supportais tout simplement pas qu'elle ait tout ce que je désirais. Elle trouvait que parler de son boulot devant tout le monde était un coup bas, parce qu'elle gérait ça en privé et que je n'avais aucun droit de l'humilier ainsi. Les messages ont continué, me traitant de sœur horrible, préférant la vengeance à la cohésion familiale et ajoutant qu'Oliver finirait par croire qu'il est normal de s'en prendre à ceux qui nous mettent en colère. Elle a conclu qu'elle espérait que j'étais satisfaite d'avoir gâché Noël et d'avoir semé la zizanie. J'ai fait une capture d'écran de chaque message parce que sa façon de réagir montrait bien que j'avais mis le doigt beaucoup plus près de la vérité qu'elle ne voulait bien l'admettre. Si l'assistante de Bryson n'était qu'une simple collègue, Holly ne serait pas autant sur la défensive. Et si sa situation professionnelle était vraiment si maîtrisée, elle ne serait pas à ce point bouleversée que j'ai abordé le sujet. J'ai tout rangé dans un dossier appelé Crise de Holly et je n'ai pas répondu. Je préfère la laisser dans le doute, à se demander si je vais transmettre ces messages au reste de la famille. L'après-midi même, mon père m'a appelé et je m'attendais à avoir droit, encore une fois, au grand discours sur la cohésion familiale et l'importance de faire des concessions. Mais au lieu de ça, il m'a dit qu'il était fier que j'ai enfin tenu tête au harcèlement de Holly. J'ai failli lâcher mon téléphone tellement j'étais surprise, car mon père ne prend jamais parti dans les disputes, il joue toujours les diplomates. Il m'a confié que lui et maman, ils avaient entendu Holly faire des réflexions blessantes sur Oliver depuis des années, sans savoir comment réagir sans créer encore plus de tension. Il m'a dit qu'il s'était persuadé que Holly n'était pas vraiment méchante, et que soulever le sujet ne ferait qu'empirer les choses. Mais voir Holly attraper le bras d'Oliver lors de la réunion de famille et l'appeler encore une fois bâtard alors qu'il pleurait a été le déclic. Il s'est rendu compte que leur silence permettait à Holly de continuer. Il a reconnu qu'il aurait dû intervenir dès la toute première remarque sur l'absence de père d'Oliver, mais qu'il avait choisi la facilité en balayant le problème sous le tapis. Papa m'a expliqué qu'il avait parlé avec maman la veille, après mon coup de fil, et lui avait dit qu'il était temps d'arrêter de couvrir Holly simplement sous prétexte qu'elle était aussi leur fille. Il savait que maman était bouleversée par tout ce remue-ménage, mais il n'avait pas l'intention de me demander de m'excuser tant que Holly, elle, ne s'était jamais excusée pour des années de méchanceté. J'ai fondu en larmes au téléphone, parce que sentir enfin le soutien de mon père, ça comptait tellement pour moi. Et jusque-là,
J'étais persuadée que toute la famille allait se liguer contre moi. Il m'a dit « Oliver a bien de la chance d'avoir une maman prête à prendre sa défense. Et Oli devrait comprendre qu'on finit toujours par payer les mots blessants qu'on prononce. » On a passé près d'1 heure à discuter de la manière dont, dans notre famille, on préfère habituellement balayer les tensions sous le tapis plutôt que de les affronter, et que ce choc avait peut-être fini par devenir inévitable, même si c'était douloureux à traverser. 2 semaines plus tard, alors que je lisais sur le canapé, Oliver est venu s'installer contre moi, tout silencieux, et il m'a demandé pourquoi tante Oli était méchante avec lui. J'ai senti une boule se former dans mon ventre. J'avais naïvement cru qu'il ne poserait jamais la question, mais j'aurais dû m'en douter. Il a ensuite voulu savoir si c'était à cause du départ de son papa, puisque tante Oli ne cessait de le répéter. Là, j'ai eu le cœur en miettes en cherchant comment expliquer la cruauté des adultes à un petit garçon de 5 ans. Je lui ai dit, parfois, les gens qui ne vont pas bien avec eux-mêmes disent dans des choses qui font du mal, et ce n'est jamais la faute de celui qui les reçoit. Puis j'ai ajouté, tante Oli a ses propres soucis qui la rendent malheureuse, et elle veut parfois faire porter ce malheur aux autres, mais tu n'as rien à te reprocher. Oliver a eu l'air de comprendre et m'a demandé si tante Oli serait gentille maintenant. Je lui ai répondu, je ne peux pas te le promettre, mais ce que je peux t'assurer, c'est que je ferai toujours tout ce que je peux pour te protéger des personnes qui sont méchantes, même quand elles font partie de la famille. Il m'a serré dans ses bras et il est retourné s'amuser avec ses camions. J'ai pensé que l'histoire s'arrêtait là, mais dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué qu'Oliver se refermait dès qu'on évoquait un rassemblement familial ou ses cousins. Il ne parlait plus de ses envies de jouer avec les enfants de Oli, et quand ma mère appelait, il ne voulait plus prendre le téléphone comme avant. J'ai compris à quel point la dispute de Noël l'avait marqué, bien plus que je ne l'imaginais, et qu'il devenait désormais méfiant à chaque fois qu'il était question de la famille. Une part de moi se disait que j'avais eu raison de tenir tête à Oli, mais une autre détestait voir Oliver traîner ce poids et modifier son comportement à cause de tout ça. La première semaine de janvier, j'ai croisé notre cousine au supermarché. Elle m'a entraînée à l'écart, près des pommes, pour m'annoncer que Bryson était parti de chez Oli juste après le Nouvel An. Elle tenait l'info d'un voisin qui avait vu Bryson charger des cartons dans sa voiture le 2 janvier. Apparemment, Oli l'avait confronté au sujet des messages avec son assistante sur les réseaux sociaux, dès le lendemain de Noël, et il avait fini par avouer avoir eu ce qu'il appelait une relation émotionnelle avec elle. Il jurait que rien de physique ne s'était passé, mais il envoyait sans cesse des messages à l'assistante, et l'avait déjà invité plusieurs fois à déjeuner sans rien dire à Oli. Oli avait exigé qu'il coupe tout contact, mais Bryson affirmait avoir de vrais sentiments pour cette femme et qu'il avait besoin de prendre du recul pour réfléchir. Il s'est donc installé à l'hôtel, puis il a trouvé un appartement près de son bureau. Notre cousine racontait qu'Oli était complètement démoralisée, qu'elle pleurait sur toutes les épaules possibles à propos de la fin de son mariage. D'un côté, j'avais la satisfaction de savoir que mes doutes au sujet de l'assistante de Bryson étaient infondés, contrairement à ce que Oli laissait entendre, mais de l'autre, je me rendais compte que je venais d'exposer au grand jour, devant toute la famille, l'échec du mariage de ma sœur. Certes, les problèmes existaient déjà, mais j'avais forcé tout le monde à ouvrir les yeux de la manière la plus brutale et la plus humiliante qui soit. Je me suis retrouvée là, devant les pommes, à me demander si je n'étais pas allée trop loin. Mais je me suis souvenue d'Oliver, en larmes à Noël, me demandant ce qu'était un salaud, et la culpabilité s'est rapidement dissipée. Le lundi matin, au travail, ma collègue Michelle est entrée dans mon cabinet entre 2 rendez-vous et m'a dit qu'elle avait vu en ligne une offre d'emploi pour un poste d'analyste financier qui ressemblait exactement à celui d'Oli. Elle trouvait ça louche, sachant que Oli s'était vanté à Thanksgiving du poste à responsabilité qui l'attendait. J'ai vérifié sur LinkedIn pendant ma pause déjeuner et en effet, j'ai retrouvé l'annonce. C'était précisément le poste d'Oli dans sa boîte, ce qui signifiait qu'il cherchait à la remplacer. En poursuivant mes recherches sur LinkedIn et dans les actualités de l'entreprise, j'ai fini par découvrir que Oli n'avait pas simplement perdu un client, contrairement à ce que j'avais cru à Noël, mais qu'elle avait en réalité été contrainte à la démission. Son erreur avait été de donner un conseil désastreux qui non seulement avait fait perdre de l'argent au client, mais exposait aussi son employeur à un gros risque juridique. La direction lui avait laissé le choix entre partir discrètement ou se faire licencier sur la place publique, et Oli avait préféré sauver la face en démissionnant. Personne dans la famille n'était au courant de la gravité de la situation, pas même Bryson, à ce qu'il semblait. J'avais d'ailleurs sous la main des captures d'écran d'échanges internes de l'entreprise, que notre cousine m'avait envoyées des mois plus tôt, et qui prouvaient à quel point l'erreur d'Oli était plus grave que ce que tout le monde croyait. Je me suis retrouvée à mon bureau, les yeux rivés à l'écran de mon téléphone, partagée entre la tentation de balancer tout ça à la famille, à ceux qui pensaient que j'exagérais toujours quand il s'agissait des soucis professionnels d'Oli, et l'impression très vive de franchir une ligne. J'aurais pu ruiner ce qu'il restait de sa réputation en balançant la vérité. Mais au moment de cliquer sur « Envoyer »,
Quelque chose m'a retenue, et j'ai juste rangé les captures d'écran dans le dossier, avec tous les autres messages dans lesquels Holly tentait de se justifier. Le mardi après-midi, on a frappé à ma porte, et quand j'ai ouvert, j'ai découvert Bryson, hors de lui. Il voulait absolument savoir pour quelle raison j'avais choisi de briser leur famille au dîner de Noël. Je l'ai invité à entrer pour éviter que tout le voisinage ne profite du spectacle. Bryson a traversé mon salon comme une furie, haussant la voix, m'accusant d'avoir transformé sa relation avec son assistante en scandale public. Il a fini par admettre que la situation avec son assistante n'était effectivement pas claire, mais il insistait sur le fait que lui et Holly tentèrent de gérer ça discrètement, avant que je ne décide d'exposer tout ça devant tout le monde à Noël. À présent, Holly racontait partout que son mari la trompait, ses enfants lui demandaient pourquoi leur père ne vivait plus à la maison, et ses parents prenaient le téléphone pour lui dire à quel point il était une déception. Je l'ai laissé se confier, puis je lui ai demandé depuis quand il comptait quitter Holly pour l'assistante. Il s'est défendu en bafouillant que je me faisais des idées, qu'ils étaient juste amis mais qu'ils s'étaient un peu trop rapprochés, c'est tout. Je lui ai rétorqué qu'on n'envoie pas des cœurs sous les photos en maillot de bain de simples amis, ni ne prévoit d'aller à la plage ensemble. Bryson est devenu rouge pivoine. Il m'a lancé que je n'avais aucun droit d'espionner ses réseaux sociaux, ni de tordre la réalité pour servir mon discours. J'ai répliqué que je n'aurais jamais eu à fouiller s'il n'avait pas laissé Holly passer 5 ans à insulter mon fils. Au lieu de me passer un savon, il ferait mieux de demander à sa femme pourquoi elle avait été si odieuse avec un enfant. Bryson a répliqué qu'Holly n'avait fait que partager franchement les difficultés d'être parent célibataire et que j'étais bien trop susceptible. J'ai fini par lui dire de déguerpir de chez moi avant que j'appelle la police et que s'il prenait encore une fois la défense d'Holly sur ce qu'elle avait fait subir à mon fils, tout le monde saurait précisément combien de fois il avait emmené son assistante déjeuner aux frais de l'entreprise. Le jeudi matin, ma responsable m'a convoqué dans son bureau avant l'arrivée de mon premier patient. Elle a fermé la porte et m'a expliqué que 3 clientes avaient demandé à changer de thérapeute cette semaine, après avoir entendu parler de mes ennuis familiaux dans le village. Elle ne me renvoyait pas, mais elle voulait que je comprenne bien que ma vie personnelle rejaillissait sur l'image de la clinique. Une patiente en particulier avait précisé qu'après avoir entendu comment j'avais publiquement humilié ma sœur à Noël, elle ne souhaitait plus faire de séance avec quelqu'un qui gérait les conflits de cette manière. Ma patronne m'a dit qu'il valait mieux garder mes histoires familiales pour moi, car la clinique ne pouvait pas se permettre de perdre des clients à cause des histoires des employés. J'écoutais, rouge de honte et de colère, mes oreilles bourdonnaient. Je supportais les conséquences professionnelles d'avoir défendu mon fils contre quelqu'un qui l'avait maltraité pendant des années. Ma responsable parlait toujours de limites professionnelles et de réputation locale. Mais tout ce à quoi je pensais, c'était l'injustice de devoir payer pour tout ça seul. Holly avait été exécrable avec un enfant durant 5 ans et personne ne trouvait rien à redire. Mais il suffisait que je brise le silence une fois pour être clouée au pilori. À la sortie du bureau, je me suis enfermée aux toilettes pour pleurer avant de recevoir mon premier patient. J'ai compris ce jour-là que la vengeance pouvait coûter bien plus qu'on ne l'imagine et que protéger Oliver aurait des conséquences bien au-delà de ma relation avec Holly. L'après-midi, pendant ma pause déjeuner, la maîtresse d'Oliver, Harper, m'a appelée. Elle m'a expliqué qu'Oliver ne se comportait plus du tout comme d'habitude en classe depuis une semaine. Il poussait les autres à la récré, disait des méchancetés qu'on ne lui connaissait pas. Hier encore, il avait déclaré à un camarade que sa maman disait que certains méritèrent ce qui leur arrivait, et aujourd'hui, il avait traité une fillette d'idiote avant de la pousser de la balançoire. Harper était catégorique, cela ne ressemblait pas à Oliver, qui était l'enfant le plus doux de la classe. Avec beaucoup de délicatesse, elle m'a suggéré que la tension qui régnait à la maison, dont j'avais parlé la semaine passée, affectait sans doute Oliver bien plus que je ne le pensais. Harper me conseillait sérieusement de penser à un accompagnement psy pour l'aider, car les enfants encaissent les conflits d'adultes, même quand on croit les préserver, et Oliver avait besoin de soutien pour gérer tout ce qu'il ressentait. Quand j'ai raccroché, j'ai eu la sensation de recevoir un coup en plein ventre. Tout ce que j'avais fait, affronter Holly à Noël, c'était pour protéger Oliver, et c'est lui qui en subissait plein fouet les conséquences. Il devenait difficile à l'école, blessait les autres, reproduisait en somme la violence du climat familial que j'avais, moi, contribué à installer. Je croyais lui montrer en tenant tête à Holly que je le défendrais toujours, et au final, je lui faisais croire qu'on avait le droit de faire mal aux autres quand on est en colère. Le vendredi soir, alors que je faisais défiler mon fil Facebook, je suis tombée sur un message énigmatique de Zoé, la fille de Holly, à propos des faux amis et des vraies couleurs qui finissent par se révéler. Sur son profil, je voyais défiler toute la semaine des citations tristes sur la trahison et la solitude. Puis, sur le compte de Blakely, j'ai découvert une publication de Holly disant qu'il cherchait un nouveau prof de violon, l'ancienne ne souhaitant plus donner cours. J'ai contacté notre cousine pour comprendre ce qui se passait avec les filles de Holly. Elle m'a expliqué que les autres parents de l'école privée avaient eu vent du scandale de Noël par le bouche à oreille. Et du coup, certaines familles avaient cessé d'inviter Zoé et Blakely aux anniversaires et autres invitations. Visiblement,
Les parents de l'école étaient très soudés, et la rumeur courait que le mari de Holly était parti avec son assistante et qu'elle avait en plus perdu son boulot. Certes, certains estimaient qu'ils ne voulaient plus que leurs enfants fréquentent ce genre de famille. La professeure de violon de Blakely avait choisi de ne plus donner cours parce qu'elle était amie avec une maman du groupe qui avait décidé de prendre ses distances. Franchement, le cœur serré, j'ai réalisé que 2 enfants innocentes payaient le prix de disputes entre adultes, alors qu'elles n'avaient rien demandé à personne, ni même causé la moindre cruauté dont leur mère ou moi étions responsables. Je n'avais jamais voulu leur faire de mal en révélant les secrets de Holly à Noël. Le samedi matin, pendant que je préparais le petit déjeuner d'Oliver, maman a appelé. Elle voulait savoir si on pouvait venir tous ensemble au dîner du lendemain. Elle tenait à discuter sérieusement de quelque chose. Rien qu'à sa voix, j'ai compris que le repas n'allait pas ressembler à un dimanche ordinaire. Elle m'a dit qu'il fallait absolument que Holly et moi soyons là pour mettre les choses à plat, en famille. Je lui ai répondu que je n'avais aucune envie de faire la paix tant que Holly ne s'était pas excusée auprès d'Oliver pour l'avoir traité d'enfant illégitime. Ma mère, après un moment de silence, a fini par dire qu'elle n'en pouvait plus de toutes ces querelles et que cette tension pesait sur la santé de papa. Elle a ajouté que si Holly et moi n'étions pas capables de nous comporter en adultes, elle renoncerait à organiser des réunions de famille. Ça avait tout d'un ultimatum, et j'étais furieuse d'avoir à encaisser la pression pour une réconciliation qui, de mon point de vue, n'aurait jamais dû me retomber dessus. Mais j'ai accepté l'invitation parce que je ne voulais pas qu'Oliver perde ses grands-parents à cause des histoires compliquées des adultes. J'ai confirmé à ma mère qu'on serait là à 18h avant de raccrocher, en ayant l'impression de foncer tout droit dans un piège. Mardi après-midi, je me suis arrêtée dans le café près du cabinet pour grignoter entre 2 rendez-vous. J'attendais ma commande quand j'ai entendu 2 femmes derrière moi discuter. L'une d'elles a lâché le prénom de Holly, et sur le coup, je me suis figée. Elle racontait que Holly voyait un psy à cause d'une grosse crise d'angoisse et d'une dépression qui ne la lâchait plus. Elle expliquait à son amie que Holly avait complètement craqué au club de lecture la semaine précédente, disant tout ce qu'elle avait perdu. Selon elle, Holly aurait pleuré une 20aine de minutes, rien qu'en évoquant la ruine de son mariage et l'effondrement de sa carrière. Je suis restée plantée là, le café à la main, traversée par une émotion inattendue. Pendant des années, j'avais vu en Holly la sœur parfaite, celle à qui tout réussissait et qui, par sa réussite, me rabaissait sans arrêt. Mais entendre cette inconnue raconter à quel point Holly s'était écroulée m'a percutée. Elle devait aller mal depuis longtemps. Peut-être que, incapable d'affronter ce malaise, elle s'en était prise à Oliver et à moi, tout simplement faute de mieux. En sortant du café, j'ai commencé à me demander si ma quête de revanche en valait vraiment la chandelle. Jeudi matin, alors que j'étais en train de plier le linge, la cousine m'a appelée pour me parler de la situation de Holly. Depuis qu'elle avait été forcée de démissionner, elle avait perdu des parts assez précieuses, plus de 200 000 $ partis en fumée. Avec le départ de Bryson, Holly risquait de devoir vendre sa maison, incapable d'assumer le crédit à elle seule. La cousine m'a raconté que plusieurs membres de la famille prêtèrent de l'argent à Holly pour l'aider à s'en sortir, même si ça mettait à mal leurs propres économies. Ma tante avait déjà lâché 5 000 €, mon oncle avait réglé 2 mois de scolarité pour les filles. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que la bombe lâchée à Noël avait eu des conséquences bien plus larges que je ne l'imaginais, touchant des gens qui n'avaient rien à voir avec le problème de départ. La famille puisait dans ses réserves pour sortir Holly de la tempête née à cause de mes révélations. J'ai raccroché et soudain, je me suis retrouvée assise au milieu du linge propre, à me demander comment la volonté de protéger Oliver avait pu mettre la moitié de la famille dans la galère. Vendredi après-midi, j'ai récupéré Oliver à la maternelle et il est resté muet tout le long du trajet. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a confié qu'un camarade lui avait raconté quelque chose à la récré. Il voulait savoir si c'était moi qui avais causé la séparation de la famille de Holly parce qu'elle avait été méchante avec lui. Ma respiration s'est coupée d'un coup et j'ai garé la voiture pour me tourner vers lui. Il m'a expliqué que ce petit lui avait dit que j'avais tout gâché à Noël, que les cousines étaient tristes maintenant. Oliver avait les yeux embués de larmes en me demandant si tout ça était de sa faute. J'ai défait ma ceinture et je l'ai pris dans mes bras à l'arrière pour le rassurer. Je lui ai dit que ce n'était pas à cause de lui. Parfois, les adultes, en voulant protéger leurs proches, commettent des erreurs. Il m'a demandé si, moi, j'avais fait une erreur et j'ai hésité. Je lui ai expliqué que j'avais voulu le défendre, mais en m'y prenant d'une façon qui, peut-être, avait fait plus de mal que nécessaire. Oliver se retrouvait à porter un poids que jamais un enfant n'aurait dû connaître, et je ne savais pas comment lui faire comprendre que le monde ne tourne pas autour des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Samedi soir, avant d'aller me coucher, j'ai parcouru mes mails et j'ai vu un message de Holly, intitulé « Nous devons parler ». J'ai failli le supprimer sur le champ, mais, poussée par la curiosité, je l'ai ouvert. Holly écrivait qu'elle souhaitait s'excuser auprès d'Oliver, mais qu'elle voulait aussi mettre des limites sur ce qui pouvait être dit devant la famille. Elle reconnaissait avoir été cruelle avec moi parce que mon statut de mère célibataire renvoyait à ses propres insécurités sur son mariage. Elle avouait que me voir épanouie en solo
alors qu'elle souffrait dans son couple parfait, avait réveillé chez elle une jalousie amère. Mais dans la foulée, Holly me reprochait d'avoir détruit sa vie devant toute la famille pendant le repas de Noël. Tu aurais pu me parler en privé de la façon dont j'ai parlé à Oliver, pas t'étaler devant 40 personnes sur mes histoires de couple et mes échecs au boulot. Son mail était brut, honnête, d'une sincérité que je ne lui connaissais pas. Elle ne chercha pas à s'excuser pour ce qu'elle avait dit à Oliver, ni à prétendre que ce que j'avais fait était normal. J'ai relu son message 3 fois, cherchant à déceler s'il y avait de la manipulation ou si, pour une fois, elle se montrait vraiment vulnérable. La semaine suivante, Michelle m'a attrapée au travail lors de la pause déjeuner. Elle trouvait que je tournais en rond avec cette histoire d'Holly, que ça devenait obsédant. Elle a remarqué que je passais toutes mes pauses sur les réseaux sociaux à guetter la moindre nouvelle à propos de Holly et que j'avais l'air encore plus remontée que juste après Noël. Elle m'a demandé franchement si ça allait et j'ai eu une réaction un peu sèche. Michelle a insisté, disant que ce n'était pas le cas et que ma colère commençait vraiment à se ressentir dans ma façon de traiter les patients. Elle a précisé que ce matin-là, j'avais été brusque avec un client simplement pour un rendez-vous à déplacer. Je lui ai rétorqué de s'occuper de ses affaires et je suis partie. Plus tard dans la journée, mon père a appelé mais je n'ai pas décroché. Il m'appelait d'ailleurs de moins en moins, sûrement tiraillé entre sa volonté de me soutenir et celle d'aider Holly en pleine galère. J'ai fini par écouter son message. Il avait la voix lasse. On sentait qu'il était au bout du rouleau. Il disait qu'il m'aimait, mais qu'il n'arrivait plus à choisir un camp dans cette guerre familiale. C'est là que j'ai compris que j'avais fini par isoler tout le monde, à force de leur demander de se positionner entre Holly et moi. Mon entourage se délavait sous la pression, écrasé par le conflit. Mercredi soir, en faisant défiler Facebook machinalement, j'ai vu que Bryson avait changé son statut de relation. Il s'affichait désormais en couple avec une certaine Jessica Smith. En consultant son profil, je l'ai tout de suite reconnu grâce aux photos en maillot de bain que j'avais repérées l'automne dernier. Elle était assistante sur les publications desquelles Bryson commentait régulièrement. J'ai parcouru leurs photos ensemble et je me suis aperçue qu'ils n'avaient en plus rien à cacher depuis au moins un mois. Les pires soupçons de Holly étaient donc justifiés. Bryson l'avait bel et bien quittée pour celle qu'elle suspectait. Je suis restée figée devant ces images de Bryson et de l'assistante. Au restaurant, à divers événements, Holly se retrouvait mère célibataire, confrontée exactement à ce qu'elle m'avait reproché pendant 5 ans. Mais sa rupture s'accompagnait aussi de la perte de son travail et de gros soucis d'argent. J'avais 2 options. Continuer à jubiler devant sa déroute ou admettre qu'elle avait touché le fond. Persister n'aurait mené qu'à plus de cruauté gratuite. Et j'étais à bout de force, lasse d'être cruelle. Jeudi matin, au réveil, j'ai pris une décision. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert le dossier où j'avais stocké les captures d'écran montrant la démission forcée de Holly. J'avais plusieurs fois envisagé de les partager avec la famille, qui pensait que j'exagérais ses difficultés au travail. On voyait très clairement les échanges entre elle et les RH, la nature exacte de son erreur, ainsi que la décision du cabinet de l'écarter. Je suis restée longtemps devant ces fichiers, à hésiter, puis je les ai tous sélectionnés et supprimés. J'ai compris qu'Oliver n'avait pas besoin que j'achève sa tente pour se sentir en sécurité. À un moment, la vengeance bascule dans quelque chose d'encore plus sombre et j'avais déjà largement dépassé cette frontière. J'étais épuisée par des mois de rancœur et prête à essayer d'aller de l'avant sans tout bousiller autour de moi. J'ai vidé la corbeille et j'ai senti comme un déclic en moi. Vendredi après-midi, j'ai appelé Holly sur son portable. Elle a décroché au bout de la 3e sonnerie et, pendant quelques secondes, nous sommes restés muettes. Je lui ai dit que j'avais bien lu son mail et que oui, j'étais d'accord pour qu'on se voie quelque part, juste toutes les deux, sans nos parents. C'est elle qui a proposé un petit parc au milieu, entre nos maisons. Rendez-vous pris pour dimanche à 14h. Quand je suis arrivée, Holly était déjà là, assise à une table de pique-nique, et elle m'a paru bien plus fragile que dans mes souvenirs. Je me suis installée en face d'elle, nous nous sommes dévisagés un moment. Elle a pris la parole la première, s'excusant pour toutes ces années de remarques méchantes sur Oliver. Elle a avoué qu'elle était jalouse du bonheur que je semblais avoir, alors que de son côté, elle étouffait dans son mariage soi-disant parfait. Elle a reconnu que traiter Oliver de sale gosse était impardonnable, et qu'elle comprendrait que je coupe les ponts définitivement. Je lui ai répondu que lui détruire la vie devant toute la famille à Noël, c'était aller beaucoup trop loin, que j'aurais pu lui parler en privé au lieu de tout déballer sous les yeux de tout le monde. On s'est mises à pleurer et on s'est dit qu'on s'était déjà assez fait de mal. Le mardi suivant, Holly m'a envoyé un texto pour savoir si elle pouvait venir directement présenter ses excuses à Oliver. J'ai demandé à Oliver s'il voulait lui parler et il a fait oui de la tête. Holly est arrivée à 18h, une peluche dinosaure sous le bras pour Oliver. Elle s'est assise par terre avec lui et lui a expliqué « J'ai dit des choses méchantes parce que j'étais très triste, au fond de moi. » Puis elle a ajouté « Tout ça n'était pas de ta faute, et je suis vraiment désolée de t'avoir blessée. » Oliver l'a fixé un instant, puis lui a demandé « Tu es encore triste ?» Holly a répondu «
J'essaie d'aller mieux, tu sais. Il lui a fait un câlin et a demandé si ses cousines pourraient un jour venir jouer à la maison. Devant la simplicité de sa réaction, on a toutes les deux compris à quel point on avait compliqué cette histoire, alors qu'elle aurait pu se régler bien avant. Oliver est retourné jouer avec son dinosaure, et Holly et moi sommes restées assises sur le canapé, en silence. On savait l'une comme l'autre qu'on ne serait jamais vraiment proches, mais qu'au moins, pour les enfants, on pouvait faire un effort. La semaine suivante, Holly m'a proposé d'emmener Oliver au parc avec ses filles. J'ai accepté, surtout qu'Oliver ne parlait plus que de ses cousines depuis la visite de Holly. Depuis un banc, je les ai observées pendant qu'elles poussaient les enfants sur les balançoires et les aidaient à construire un château de sable. Elle était douce et attentionnée avec Oliver. Ça n'avait plus rien à voir avec avant. Lorsqu'il est tombé et s'est écorché le genou, elle l'a consolé et soigné sans aucun des vieux jugements sur le fait d'élever seul un enfant jugé fragile. Sur le trajet du retour, Oliver m'a confié qu'il était content de retrouver sa tante. Il a demandé si on pourrait recommencer. Je lui ai dit qu'on allait essayer de les voir plus souvent, mais que parfois, les adultes ont besoin de temps pour régler leurs problèmes. Ça lui a suffi, et il s'est replongé dans son jeu, dinosaure à la main. Petit à petit, Holly et moi avons repris contact, échangeant quelques messages ici et là sur des sujets anodins, les activités scolaires, les dernières bêtises des enfants. Nous n'étions pas proches, mais au moins polis, ce qui, vu la situation, était déjà miraculeux. Un jour, elle m'a envoyé une offre pour un poste dans une petite boîte d'investissement. Elle m'a dit avoir postulé, même si le salaire était loin de ce qu'elle gagnait autrefois. Je sentais qu'elle avait la boule au ventre à l'idée de tout recommencer à zéro, mais qu'elle tenait le cap pour ses filles. Ma mère, elle, était soulagée que Holly et moi ayons repris contact. Elle m'a confié que toute cette tension familiale la rendait littéralement malade. Je lui ai répondu qu'on essayait de recoller les morceaux, mais qu'il ne fallait plus rêver d'un retour à la relation d'autrefois, qui n'était de toute façon qu'un équilibre sur la cruauté de Holly et le silence général. 3 mois plus tard, Harper m'a appelé pour savoir si j'avais 5 minutes à lui accorder à propos d'Oliver. Immédiatement, j'ai eu un pincement au cœur, craignant le pire, mais elle m'a rapidement rassurée en me disant que tout allait bien. Elle m'a raconté qu'Oliver allait nettement mieux en classe depuis plusieurs semaines et qu'il avait retrouvé sa bonne humeur d'avant. Il jouait à nouveau gentiment avec les autres enfants et toute trace d'agressivité avait disparu dès que l'atmosphère à la maison s'était calmée. Selon elle, il semblait plus épanoui, plus sûr de lui, et je crois que j'avais vraiment besoin d'entendre ça après ces longs mois à m'inquiéter de l'avoir abîmé pour de bon avec ce qui s'était passé à Noël. Je l'ai remercié pour son appel, puis j'ai raccroché, avec le sentiment de pouvoir enfin respirer vraiment depuis les fêtes. Cet après-midi-là, je suis allée récupérer Oliver à l'école maternelle. Il s'est précipité vers moi, tout fier de brandir une peinture de notre famille qu'il venait de faire. Il m'avait dessiné, moi, ses grands-parents, Holly et ses cousins, tous en train de se tenir la main sous un grand soleil. Je lui ai demandé pourquoi tout le monde se donnait la main. Il m'a répondu « Parce que dans une famille, on reste soudés, même si parfois on se dispute ». La simplicité de cette phrase, dans la bouche d'un gosse de 5 ans, m'a bouleversée bien plus profondément que n'importe quelle séance chez le psy. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué qu'Oliver était devenu plus vigilant lors des réunions de famille. Il me demandait pourquoi les adultes se fâchaient, s'il y aurait une bonne ambiance au prochain dîner, ou me scrutait pour détecter le moindre signe de tension dès que Holly était là. Ça me faisait mal de voir qu'il avait perdu un peu de son innocence et qu'il croyait moins en la parfaite entente familiale, mais je voyais aussi qu'il apprenait qu'on pouvait traverser des disputes et les surmonter avec du temps et des efforts. Le 14 juillet est arrivé et mes parents avaient prévu un barbecue dans leur jardin. Je suis arrivée tôt pour aider à installer. J'ai trouvé Holly déjà sur place, occupée à disposer les assiettes et les verres sur les tables. On s'est salué poliment et on a préparé le buffet côte à côte, chacune consciente que toute la famille semblait guetter la moindre interaction entre nous. Mon père s'est lancé dans la cuisson, pendant que ma mère jetait des coups d'œil nerveux de l'une à l'autre, comme si elle redoutait qu'on explose à tout moment. Quand le reste de la famille est arrivé, on sentait comme un malaise. Personne ne savait s'il fallait faire comme si de rien n'était, ou oser évoquer Noël. Mon oncle a tenté de détendre l'atmosphère avec une blague bancale sur la paix familiale, ce qui a provoqué quelques rires gênés. Les filles de Holly ont filé retrouver Oliver dans le jardin, loin des petites tensions des adultes. J'ai observé Holly qui surveillait ses filles, et j'ai vu qu'elle se détendait un peu en les voyant s'amuser avec Oliver. Près du buffet, elle m'a demandé comment ça se passait au travail. Je lui ai parlé d'un nouveau patient, et pour une fois, elle a vraiment écouté, sans chercher à se mettre en avant. Elle m'a appris qu'elle venait de décrocher un poste dans un cabinet plus petit et commencer la semaine suivante. Son regard trahissait autant de soulagement que d'appréhension face à cette nouvelle étape comme maman solo. Tout l'après-midi, nous sommes restés à distance, échangeant juste le strict minimum, évitant de simuler une proximité qu'aucune de nous ne désirait vraiment. Certains proches guettaient chacune de nos réactions. D'autres faisaient en sorte de ne pas nous mettre l'une à côté de l'autre,
et il régnait une tension qui contrastait violemment avec la fausse harmonie habituelle. Ma mère s'est un peu détendue à mesure que tout se passait sans drame, même si elle se raidissait au moindre échange entre Holly et moi. Quand le feu d'artifice a commencé, j'ai compris que notre famille avait changé pour de bon. C'était devenu plus vrai, même si c'était moins confortable. Et c'était sans doute plus sain ainsi, même si ce n'était pas facile à accepter. Tandis qu'Oliver jouait avec ses cousins sous les lumières du feu d'artifice, dans le jardin de mes parents, je repensais à tout ce qui nous avait remué jusqu'à cette drôle de normalité qu'il allait falloir apprivoiser. Protéger Oliver contre la méchanceté de Holly avait été la seule chose à faire, mais mettre ses actes au grand jour à Noël avait eu bien plus d'effets secondaires que je ne l'avais imaginé. Des mois plus tard, je les ressentais encore. Holly avait compris que blesser un enfant ne restait pas sans conséquence, que ça dépassait largement quelques paroles de trop. De mon côté, j'avais saisi que la vengeance, même grisante sur le moment, sème derrière elle un bazar parfois difficile à remettre d'aplomb. D'ailleurs, plus personne dans la famille ne pourrait désormais ignorer les réflexions cinglantes de Holly ou feindre de croire à ses exploits inventés. C'était sans doute préférable à l'espèce de paix de façade qui lui avait permis de s'en tirer aussi longtemps. Aujourd'hui, au moins, Oliver savait qu'il serait toujours protégé, quoi qu'il arrive, et ça valait toutes les turbulences du monde, même si je n'aurais jamais cru que l'on traverserait autant d'épreuves pour y parvenir. Il a levé les yeux vers les fusées qui éclatèrent dans le ciel avec un grand sourire, entouré de ses cousins, et j'ai su, à cet instant précis, que nous allions tous nous en sortir, même si notre famille ne serait plus jamais vraiment comme avant.